BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, 19h31 sur BFM Business. Merci d'être là, on est en direct comme chaque soir, 19h30, 21h, notez-le. Du lundi au jeudi, c'est votre rendez-vous Tech, 90 minutes d'actualité dédiées aux nouvelles technologies. C'est ce qu'on vous propose sur BFM Business, à la fois la radio, à la télé, et puis bien sûr les replays et les podcasts qui vous attendent. Encore une fois, on est très heureux de passer cette soirée avec vous. Avec ce soir, dans Tech Co, eh bien, une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Apple, d'iPhone et d'AirPods, puisque pour Noël, nous aurons visiblement la traduction instantanée qui arrivera en Europe. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi bien évidemment tout au long de cette soirée d'intelligence artificielle avec, tenez, par exemple, cette priorité concernant la Corée du Sud qui va investir plus de 9 milliards de dollars dans des data centers pour accélérer sur l'intelligence artificielle. Et puis pour terminer, on évoquera le prix Margaret qui récompense en fait les femmes de la tech de talent avec notamment cette année un accent mis sur l'intelligence artificielle. Voilà, vous me l'avez enlevé de la bouche. Vous savez tout, un grand merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Co, la quotidienne. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, 19h30, 20h30, vous le savez, c'est le débrief de l'ActuTech avec, ce soir, sur le plateau de Tech Co, Fanny Bouton. Salut Fanny. Bonsoir François. Fanny qui est la directrice du Quantique chez OVH Cloud. Je regarde dans les titres d'actu, on n'a pas de Quantique ce soir. Comment va-t-on faire ? Peut-être un petit peu si on parle d'IBM. Ah, peut-être un petit peu si on parle d'IBM. Je pensais qu'on allait parler d'intelligence artificielle, mais souvent les deux sont intimement liés, on verra ça. Vous l'avez reconnu, sa voix sirupeuse, son intelligence, comment dirais-je ? Pétillante. Affûtée. Voilà. C'est Frédéric Simotel, bien sûr. Salut mon Fred. Bonsoir à tous. Salut. Voilà, journaliste à BFM Business. Et pour compléter ce trio, nous avons ce soir Cyril de Souza Cardozo. Salut Cyril. Bonsoir à tous. Voilà, un nouveau débriefeur dans la galaxie, dans la famille Tech Co qu'on est très heureux de retrouver. Tu es président du groupe Polaria. Tu es basé en Bretagne, c'est ça ? Exactement, à Brest, avec beaucoup de fierté. Voilà, et beaucoup d'IA aussi. Exactement, un écosystème très riche. Eh bien voilà. Alors, pour commencer, Fred, Fanny et Cyril, nous allons évoquer cette traduction directe qui va arriver sur les AirPods. On pensait qu'Apple boudait un petit peu la France et l'Europe avec cette fonctionnalité qui a été déployée dans plein de pays, aux États-Unis, je crois même dans d'autres pays dans le monde, mais qui tardait à arriver chez nous. Eh bien ça y est, ça a été annoncé aujourd'hui même. Apple va déployer cette fonctionnalité d'ici Noël. Ce sera notre petit cadeau. Donc si vous avez des AirPods Pro de deuxième génération et de troisième génération ou des AirPods 4, vous allez pouvoir donc d'ici quelques semaines avoir cette mise à jour qui va vous permettre, si vous voyagez, d'avoir en temps réel la traduction de votre interlocuteur qui sera en face de vous dans n'importe quelle langue pratiquement. Vous allez en Chine, vous avez un Chinois en face de vous. Moi, je ne comprends pas trop le chinois. Ben là, vous aurez la traduction en temps réel. C'est une petite révolution. Ça arrive en France. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Fanny, est-ce que tu vas... Typiquement, je sais que tu voyages pas mal, tu vas souvent au Japon. Est-ce que tu te verrais, avec tes petits AirPods, te balader dans les rues de Tokyo, par exemple, et discuter comme ça avec ? Alors écoute, pour avoir fait des fois des interviews, ou en tout cas des rendez-vous où à l'OPE qu'on n'avait rien et on galérait, et après il y a eu l'arrivée des Google Translate et autres, et on se parlait, donc moi je parlais en français, que ça traduisait en japonais, eux ils répondaient en japonais qui traduisait français, ou des fois on passait par l'anglais intermédiaire parce qu'il n'y avait pas forcément le français dans le dictionnaire. J'avoue que ça peut faire gagner du temps et des subtilités, surtout que le japonais a des subtilités littéraires intéressantes. Pareil dans tout un tas de réunions au quotidien. Là, maintenant, on travaille. Je suis dans une entreprise française, mais internationale, et on doit travailler dans toutes les langues avec des gens dans toutes les équipes. Et des fois, c'est pas forcément ne pas maîtriser la langue, mais l'accent. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'attends. Oui, pour voir s'il comprend les accents. Je vais être un petit peu coquine, mais par exemple, quand je travaille avec mes collègues indiens et qui parlent vite, ou mes collègues espagnols avec leur accent en anglais, je peine parfois à tout comprendre et je suis obligée de faire « Attends, vas-y doucement ». Vas-y doucement. Le French accent est formidable, il se reconnaît partout, mais voilà. Et après, non, on est dans un des pays où on n'est quand même pas les meilleurs en langue étrangère, et je pense que ça pourra aider beaucoup de gens à mieux échanger et à mieux collaborer à l'international.
Cyril, fonction attendue. J'imagine que toi aussi, tu as parfois des échanges dans des langues étrangères. Exactement. Mes équipes se moquent parfois de ma manière de parler dans différentes langues. Donc, je pense que ça va être. Je parle quand même avec beaucoup de confiance dans plein de langues, mais je ne les maîtrise pas tout à fait. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je trouve que c'est un vieux fantasme comme de la tech qu'on a depuis très longtemps. Moi, je me souviens encore des débuts des années 2000, 2010, où ça y est, on percevait que cette technologie, elle était peut-être pas loin, à portée de main, et ça y est, elle est en train de se présenter devant nous. Donc je trouve que c'est un fantasme, ça y est, qui arrive. Et moi, je trouve que, après, on pourrait parler de plein de choses concernant le fait que ça soit Apple qui le déploie ou autre, mais il y a une réalité, c'est que c'est un nouveau pont, en tout cas, entre les peuples, quoi. C'est une nouvelle manière de pouvoir interagir. Je trouve que d'un point de vue culturel, je trouve ça absolument génial. Alors ça va poser plein de langues, savoir est-ce que, du coup, on va faire des efforts pour apprendre effectivement d'autres langues. Je pense qu'il faut qu'on continue à apprendre d'autres langues, parce qu'en apprenant d'autres langues, on maîtrise mieux notre propre langue, mais c'est un pont culturel qui est incroyable. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça va peut-être aussi faciliter les échanges, faciliter la croissance entre les pays, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la langue est peut-être une barrière pour plein de choses, pour échanger, etc. Là, si on arrive à fluidifier les choses, parce que imaginez, votre interlocuteur a le même équipement que vous, il a des AirPods avec un iPhone, vous pouvez avoir des discussions finalement fluides, sans artifice, et sans que ça se voit trop, sans être en train de lire un téléphone avec la traduction, etc. C'est ça qui est intéressant. Il me tarde aussi de tester ça en temps réel. Ouais. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est la qualité. Alors évidemment, ça va s'améliorer avec le temps, mais quand on est dans un environnement bruyant, donc là, c'est pour ça quand tu dis, quand Cyril dit qu'il faut continuer à apprendre les langues, oui, parce que si on se retrouve dans une foule, je suis pas sûr que il faut qu'on regarde la personne bien en face. Bon, tout ça va aller en s'améliorant. Je pense aussi qu'il y a la qualité de la traduction, s'il faut faire attention de ne pas s'appauvrir. Tout ça, parce que ce qui fait la richesse. Alors, quand on est dans un univers professionnel, on a un vocabulaire un peu moindre. Enfin, c'est un vocabulaire technique, mais là, souvent, c'est les mots anglais et français, c'est les mêmes. Donc là, on s'en sort. Mais dans d'autres domaines, il faut faire attention que ça n'appauvrisse pas non plus. Quand il y a des échanges multiculturels et tout ça, qu'on arrive avec un vocabulaire assez simple, avec 40 ou 50 mots, on se comprend. Bon, voilà, après, pour exprimer ses émotions, tout ça, il y a quand même ce risque-là. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je pense que c'est important quand même de continuer à apprendre les langues. Par contre, c'est sûr qu'au quotidien, on a un discours on suit la tech, on a Elon Musk qui fait tout d'un coup un discours, pouvoir l'écouter. Je vais plutôt parler du président coréen dont on parle à tout à l'heure, coréen du Sud, qui fait un discours en coréen. On a envie de savoir en direct, hop, on met ses écouteurs et on le comprend assez vite. On comprend les grandes idées. Là, c'est sûr que là, il y a une avancée considérable. Donc voilà, je pense que... Et puis tout le tourisme. Ça va être tous ces usages. Non, mais c'est ça. Ça va être tous ces usages. Pour le tourisme, mieux comprendre, pour certaines choses assez rapides. Et puis, il y a d'autres choses où on voudra aller un peu plus en profondeur. Oui, là, soit on aura parce qu'il y a des outils un peu plus pointus aussi, qui vont plus loin, alors qu'ils ne sont pas uniquement avec des AirPods. Il y a d'autres applications plus costauds. Mais voilà, en tout cas, pour les premiers gestes assez simples, ça, c'est sûr que ça va être une révolution, et on est content que ça arrive en France, surtout qu'on a été rassuré aussi sur la partie confidentialité, parce que là aussi on se demandait un petit peu, mais alors on est en train de se parler de secrets, tu me dis les dernières innovations quantiques d'OVH Cloud, mais tu dis surtout les répète pas. Tu vas le dire en français, tu n'as pas besoin des AirPods. Mais tu me l'as dit dans une autre langue, parce qu'on a un interlocuteur, un troisième avec nous, et on est obligé de parler dans sa langue en espagnol ou je ne sais quoi, et puis là, visiblement, la traduction se fait sur le téléphone. Donc ça aussi, on est rassuré, parce que là aussi, c'était une question. Oui, c'est que ça ne transite pas vers un serveur quelque part qui peut être réécouté avec une communication, c'est que tout se fait en local. Tout se fait en local. Et donc, ça marche à partir des AirPods 2. C'est plutôt cool, parce qu'on aurait pu se dire, Apple, encore une fois, réserve cette innovation au dernier produit. Non, les AirPods 2 datent de 2022, je crois. Donc, c'est plutôt bien. Parallèlement à ça, il faut savoir que Apple a réagi sur le DMA. Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que justement, si on a eu ce décalage de 3 mois entre l'arrivée de cette translation dans les AirPods et l'effective activation de ce service en France, c'est à cause du DMA. Apple a été obligé de changer quelques lignes de code pour respecter le DMA, pour mettre en conformité cette traduction, cette fonctionnalité en Europe. Et donc Apple se dit profondément agacé par le DMA, ça c'est clair. Et alors,
parallèlement à ça, il y aura aussi une mise à jour qui va être faite sur les montres, les Apple Watch. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais qui va être en fait une fonctionnalité en moins qu'Apple va être obligé d'enlever à cause du DMA. C'est le fait que votre montre peut se connecter au Wi-Fi de votre maison lorsque vous êtes loin de votre téléphone. Si, par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, votre iPhone communique le code de votre Wi-Fi à votre montre pour que votre montre puisse être autonome, même si elle ne capte plus le Bluetooth de votre téléphone. Eh bien ça, Apple l'annonce. En Europe, et notamment en France, cette fonctionnalité va être enlevée parce qu'elle ne respecte pas le DMA. Donc, voilà, on va perdre cette fonctionnalité, c'est dingue quand même. Hein. Donc, c'est moins gênant dans un appart de 40 mètres carrés que dans une maison de 200 mètres carrés. Exactement, mais par exemple, dès que tu t'éloignes de ton téléphone, à partir du moment où tu perds le Bluetooth, ta montre ne marche pas, sauf si tu as une fonctionnalité, si tu as la puce 4G eSIM à l'intérieur, là, ça règle le problème. C'est toujours le risque de ces règlements, que ce soit... Là, il y a le Data Act aussi, on entend beaucoup de choses qui sont les éditeurs, les petits éditeurs de logiciels SaaS, ils sont un peu remontés contre le Data Act. Et c'est souvent ça, on croit au début avoir pris une règle très bien parce qu'on cible précisément un certain type d'acteurs, et puis tout d'un coup, on se rend compte que, non, si j'applique la règle à d'autres, on se retrouve un peu bloqué. C'est ce qui se passe avec le DMA. On se dit, tiens, il ne faut pas qu'on puisse faire ça. Et puis d'un coup, on se dit, en fait, du coup, on aura des devices qui ne pourront pas se connecter au Wi-Fi de la maison. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple explique pourquoi il coupe ça. Parce que si ils le laissaient, ils étaient obligés, par rapport au DMA, à communiquer en fait l'API qui permet de faire parler en fait le téléphone et la montre pour transférer le code Wi-Fi, et des boîtes comme Meta ou des appareils de domotique qui auraient pu récupérer votre code Wi-Fi, et Apple ne voulait pas. Donc en plus, ils se mettent en bon gardien de notre sécurité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est leur explication. Alors moi, je trouve que, en tout cas, sur ce sujet-là, forcément, alors déjà, on s'aperçoit quand même que malgré le DMA, ils se sont mis en tout cas en conformité sur, effectivement... Oui. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est qu'ils veulent malgré tout que des fonctionnalités majeures comme celle-ci arrivent en Europe, malgré toutes les embûches qu'on peut leur semer, quoi. Exactement. Et moi, je trouve qu'il faut quand même avoir en prenant un peu de recul là-dessus. Bon, le DMA, ok, on peut, en tout cas, je suis pas un pro d'ailleurs réglementation de manière générale, mais en tout cas, on a besoin de réglementation, de protéger certaines choses. Effectivement, cette dimension de venir un peu pouvoir auditer, en tout cas, les systèmes lorsqu'ils viennent communiquer de la donnée à travers l'extérieur. Je pense que c'est important au moment où on se dit, tiens, la traduction instantanée, mais les biais qu'il va y avoir dans ces modèles ou autres, oui, à un moment donné, on a peut-être besoin d'avoir une certaine transparence vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces biais, et donc d'avoir enfin un règlement, en tout cas, qui puisse venir protéger en tout cas les Européens. Je pense que c'est quelque chose en tout cas qui est intéressant pour nous. Ça n'empêche pas à la fin, finalement, Apple de se conformer derrière à la règle. Ce qui était intéressant, c'était dans leur argumentaire, eux qui disaient que justement, finalement, l'application du DMA, c'était ne pas protéger justement les citoyens. Ils essayaient de retourner l'argument. Donc c'est intéressant parce qu'à mon avis, cette guerre de communication, elle n'est pas finie. On va la vivre sur d'autres fonctionnalités. Ça c'est clair. Et pas qu'avec Apple, puisque évidemment toutes les grosses boîtes américaines sont sous le joug de ce DMA. Puisqu'on est dans l'actualité Apple, restons-y avec cette petite info bien sympathique qui, si elle s'avère exacte, va peut-être démocratiser le MacBook. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, si vous êtes un peu, vous suivez l'actualité Apple, et si vous allez dans les Apple Store et que vous voulez vous offrir un produit Apple, c'est pas donné. Un MacBook, c'est une machine plutôt haut de gamme, avec des fonctionnalités, on va dire, assez évoluées. Mais il semblerait qu'Apple aimerait un peu démocratiser son MacBook et pourrait sortir un MacBook low cost. Alors c'est bizarre parce que Apple et low cost, c'est pas deux mots qui vont ensemble, mais il ferait des efforts, un peu comme l'iPhone 16e finalement, qui est un iPhone relativement récent, mais privé de quelques, on va dire, fonctionnalités qui font que malgré tout, le prix baisse. Et là, pour ce MacBook low cost, on aurait en fait un PC qui te permettrait de faire à peu près tout ce que tu... Un PC, un ordinateur. Un Mac en fait, qui te permettrait de faire à peu près tout ce que tu peux faire avec un Mac, sauf qu'il serait moins puissant, mais tu pourrais aller sur le web, écrire des documents, etc. Un peu comme un Chromebook, finalement, mais toujours dans l'écosystème Mac. Et tout ça devrait arriver dans les mois qui viennent, puisque ce sont, vous savez, c'est toujours les Mac Gurman, enfin tous ces journalistes bien informés qui balancent ces informations. Est-ce que c'est plutôt une bonne idée, ça, non d'avoir un Mac
low cost. Mais c'est hyper intéressant. Alors, en effet, est-ce que c'était intéressant financièrement ? Ils sont toujours positionnés sur du haut de gamme pendant très longtemps. Mais on a déjà vu par le biais de la téléphonie que les gens renouvellent moins leur parc informatique et téléphonique, donc il faut trouver comment refaire acheter aux gens des choses qui sont moins chères. On économise plus sur ces produits-là qui coûtent quand même maintenant extrêmement cher. C'est quand même difficile d'avoir un Mac professionnel en dessous de 1500, 2000 euros pour faire quelque chose de Là, on serait à moins de 1000 euros. Voilà, et c'est ça qui est d'intéressant, c'est remettre, tout le monde n'a pas besoin de faire du montage vidéo, du traitement d'image, de jouer aux jeux vidéo, et il veut juste faire des mails, surfer sur Internet, avoir accès à des applications, faire tourner une IA qui est dans le cloud, dont la puissance est à distance, et donc c'est là où c'est intéressant. Et en effet, toutes les personnes qui veulent avoir des produits Apple, parce qu'ils ont l'iPhone souvent, mais ils ne se sont pas achetés par contre l'ordi parce que ça coûte cher, c'est comment réélargir et donner plus de produits et rentrer dans l'écosystème. Ça permet aussi d'aller toucher les ados, les enfants. Ils veulent leur iPhone, mais alors s'ils peuvent avoir un Mac en plus plutôt qu'un portable ou une tablette qui a été récupérée de 3e génération de la famille, ils vont être contents. Et ça, je pense que c'est une très bonne idée et que comme il faut aller toucher des nouveaux segments de marché parce qu'il faut s'agrandir, c'est smart de la part d'Apple. On se rend compte aujourd'hui, le processeur qu'il y a dans l'iPhone Air, par exemple, il fait 2 cm². Et dans ces 2 cm², vous avez le processeur, la mémoire, le stockage, vous avez le Bluetooth, le Wi-Fi, et ça prend quelques millimètres en fait. Ça, c'est le vrai, en tout cas, argument stratégique pour eux, parce que derrière, il y a quand même un aveu d'un certain échec, effectivement, de positionnement haut de gamme. Il y a encore 10 ans, les étudiants achetaient des Mac, même si c'était assez cher. Chromebook, en réalité, a pris ce marché-là. Et je pense qu'ils veulent essayer maintenant de se rattraper. Maintenant que Apple fasse effectivement du low-cost, là, comment ça va se positionner dans le positionnement plus global, stratégique. Surtout qu'ils ne doivent pas communiquer comme ça, parce que sinon, ça va pas. Exactement. Par contre, c'est vrai que effectivement, ce nouveau Mac qui va être équipé de cette puce effectivement des iPhones, là, ils ont un avantage, parce qu'il y a peu de constructeurs qui vont avoir en fait cette capacité. D'ailleurs, il n'y a aucun sur ce segment de marché qui a cette capacité d'intégrer directement une puce. Ils sont obligés de s'équiper extérieur. Et puis, économie d'échelle, enfin, sur la production de ces puces. Ça veut quand même dire que les puces, au design ARM sont matures aujourd'hui. Et ils profitent aussi que Intel soit un petit peu en recul. Alors, Intel est en recul sur beaucoup de marchés, mais sur celui de ces puces-là aussi, en l'occurrence. Ça va aussi amener plusieurs développeurs sur parce que les développeurs qui, souvent, il y en a un peu moins qui sont sur du Apple Silicon, ils vont peut-être se dire, tiens, je vais commencer à aller voir cette puce iPhone, pour développer des applis pour les ordinateurs. Donc, je pense qu'on a plusieurs leçons. C'est déjà, le processeur iPhone, il est suffisamment puissant, efficace, efficient, tout ça, tout ce qu'on veut. Il consomme moins. Alors, j'imagine qu'il ne va pas y avoir de ventilateur. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Et puis derrière, c'est ouvrir un nouveau marché, c'est attirer des développeurs, c'est une sorte d'uniformisation technologique aussi qui est importante. Donc voilà. Et en plus, réduire les coûts de R&D, réduire les coûts de production, réduire les coûts d'échelle, et donc la marge, elle va toujours être... Ça là-dessus ne sera pas low cost. Et une dernière chose qu'ils savent aussi très bien faire, c'est faire durer ce type de produit, mettre à jour pendant 5-6 ans, donc garantir une qualité d'écosystème qui est renouvelée. On peut garder son iPhone 5, 6, 7 ans et avoir une mise à jour de son OS. Ils savent le faire aussi sur les Mac, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour le client. Ils vont miser là-dessus aussi. Et puis le jour où ton ado ou l'étudiant a un peu plus d'argent, il bascule sur le haut de gamme. Et je trouve que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Le fait de séduire de jeunes utilisateurs te garantit finalement qu'à partir du moment où tu as mis le doigt dans l'écosystème Apple, tu vas y rester une bonne partie de ta vie. Et c'est plutôt malin d'attaquer avec un produit low cost qui va permettre au plus grand nombre des jeunes de s'offrir cette machine-là. Et puis après, il y aura l'iPhone, après, il y aura l'iPad, après, on passera à MacBook Pro, etc. Je pense aussi aux développeurs. Les développeurs, ils vont... Et les abonnements. Oublie pas que quand tu as ton Apple TV, tous tes terras online et tout, tu peux partager en famille. Moi, j'ai un abonnement famille et je partage avec 5 membres de ma famille. Il était bon celui-là. C'est presque un produit d'Apple. C'est pas mal quand même, le jeu de mots. Fred est un peu gêné, mais je le comprends. Habitué. Il est habitué. Dans l'actualité, sujet un petit peu plus sérieux, mais qui, visiblement, est en train d'avoir un dénouement heureux. C'est le conflit entre Epic Games, Fortnite, je vous le rappelle, et Apple. Et
plus précisément Google. Parce qu'à l'époque, Fred, on en avait beaucoup parlé. Médiatiquement, c'était Apple et Google, Apple et Fortnite. Procès, juge, avocat, enfin la totale. Etc. Ça a même poussé finalement l'Europe à instaurer le DMA, je pense, tout ça. On avait moins parlé du conflit entre Google et Epic, et pourtant il était existant. Tout ça est allé en justice aux États-Unis. Ils récupéraient quand même aussi leur petite dîme dès qu'on téléchargeait. Évidemment. Et visiblement, Epic et Google auraient trouvé un terrain d'entente. Pour vous expliquer un petit peu le truc, c'est toujours pareil, c'est que à partir du moment où vous vouliez télécharger Fortnite, vous étiez obligé de passer par le store de Google, donc le Play Store. Là, ce qui va se passer, c'est que Epic, tout comme sur Apple, va pouvoir créer son propre magasin d'applications sans être obligé de passer par le Play Store, et en plus ne sera pas obligé de distribuer un pourcentage de son chiffre d'affaires à Google. Et ça change tout. Donc Epic est ravi. Google a lâché du lest parce qu'il sentait que de toute façon, cette histoire-là, ce jugement n'allait pas aller dans son sens. Et les utilisateurs aussi, puisqu'ils vont avoir des choses, des prix moins chers. Exactement. Moins chers, et ça va donner, évidemment, parce que tout ça va faire jurisprudence. Donc on peut imaginer que d'autres éditeurs, à la fois de jeux ou de logiciels, s'y mettent aussi, Cyril. Exactement. Là, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, d'ailleurs, au niveau mondial. C'est pas que, d'ailleurs, américain. Là, il y a une bonne nouvelle parce qu'effectivement, en matière d'innovation, c'est l'idée d'amender d'ouvrir ces jardins clos, il y en avait deux, l'un du côté Android, l'autre du côté d'Apple, et ça va poser un précédent là-dessus, parce qu'effectivement, on va être obligé d'ouvrir cette perspective de pouvoir télécharger des applications, pas forcément directement via le Play Store. Ça va favoriser la concurrence, ça va mettre une pression de dingue sur le même sujet du côté en tout cas d'Apple. Oui. On n'a pas les détails de l'accord pour l'instant. Dès ce qu'ils disent, ils disent que Google a fait pas mal de concessions. Oui, et notamment, je crois, également sur le niveau, parce que en gros, le tarif de base, c'est 30% qui est pris sur chacun des stores. Il est possible qu'on ait une baisse drastique de ce montant-là. Donc ça ne concerne pas que Epic Games. Je crois effectivement que ça va avoir un gros impact sur en tout cas les logiciels et la diffusion en tout cas d'applications de manière générale. Non, on parle de 9 à 20% de baisse des frais selon les transactions d'ici 2032, je crois. Donc, en effet, c'est hyper intéressant parce que je ne sais plus à combien on est, mais c'est pas loin de 30% sur ça. Donc, c'est beaucoup pour les développeurs et c'est toujours difficile de rentabiliser parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'usagers pour rentabiliser tout ça. Donc, c'est intéressant. Après, moi, j'attends de voir, c'est pas encore acté complètement. C'est une histoire avec plein de rebondissements quand même. Après, ça peut j'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait une exemption totale du pourcentage de la transaction et que Google ne touchait rien. C'est faux. Oui. En fait, ce sera 9%. Mais avant, c'était 30. Donc, ça instaure un nouveau standard. Ça sera 9 à 20. A priori, ça va vraiment dépendre du type de centimes qui récupèrent. Exactement. Ils vont pas tout faire gratuit, mais en effet, ça va simplifier la vie des développeurs si ça se fait. Même ça va ouvrir le marché parce qu'on va avoir des stores plus spécialisés, on va avoir des bundles, on va avoir des nouveaux types d'abonnements. Je pense que ça peut donner un petit coup d'oxygène. Alors, attention, parce que évidemment, Apple, ils vont chercher tout ce qu'il faut pour dire attention, pour bien nous faire peur. Si vous sortez de notre store, est-ce que vous êtes sûr de... Google fera la même chose d'ailleurs sur Android, c'est certain. Et après, ils n'ont pas totalement tort, parce qu'on voit des fois certains types d'applications qui passent hors des stores dans d'autres systèmes, qui sont moins contrôlés et qui peuvent avoir des lignes de code avec des backdoors, des sécurités. Ou les jeux, tu fais pas attention, tu payes. Voilà. Et on peut vite se retrouver avec des choses. Donc ça rouvre la porte à ça et comment les gens vont réagir, parce qu'on est toujours content de payer moins cher, mais on râle après parce qu'on a été moins protégé et les gens ont encore du mal à s'éduquer à faire du bon usage des nouvelles technologies. Ça demande quand même d'être toujours... Les hackers, les profiteurs pour aller vous faire payer plus cher sont toujours quand même là. C'est ça, ceux qui vont en profiter surtout, c'est les développeurs, je pense, mais justement, comme on dit, il y a les bons développeurs et les mauvais développeurs. Mais c'est intéressant, il y a quelques semaines, on avait parlé du procès antitrust qui avait été remporté finalement par Google. Et là, finalement, c'est par un autre intermédiaire qu'ils se retrouvent eux-mêmes à devoir un peu démanteler, en tout cas, une partie de leur monopole. Mais on sent que ça craque un peu de tous les côtés et qu'il faut qu'ils fassent forcément des concessions. Apple le fait, Google va le faire, et peut-être Microsoft. Qui a commencé d'ailleurs en désolidarisant Teams de sa suite Office. On est sur un autre sujet là, mais finalement pas si éloigné que ça. Et on voit que ça bouge. On revient dans un instant. Cyril, Fanny, Fred, il est quasiment 20h.
petite pause et on repart. On a encore une bonne grosse demi-heure pour évoquer l'actualité. On s'intéressera à cette stratégie en Corée du Sud, le gouvernement de Corée du Sud qui va investir massivement dans l'intelligence artificielle et dans les data centers. On va vous expliquer pourquoi. On parlera aussi de Nvidia et de Deutsche Telekom qui vont lancer une usine IA souveraine. Et puis IBM, ça va pas fort chez IBM, parce que IBM s'apprête à supprimer des milliers d'emplois. À cause de quoi, à votre avis? Je vous le donne dans le mille. L'intelligence artificielle. Voilà. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Il est 20h, très belle soirée. Merci d'être avec nous ce mercredi soir. C'est Tech & Co, la quotidienne, avec ce soir pour commenter l'actu tech du jour. C'est comme ça chaque soir, vous le savez, du lundi au jeudi. Nous avons Fanny Bouton. Rebonsoir Fanny. Bonsoir. À tes côtés, c'est Cyril de Souza Cardozo. Bonsoir Cyril. Et Frédéric Simotel, qu'on ne présente plus. Journaliste maison, mon voisin de bureau qui écoute toujours des tubes des années 80. Voilà. Inlassablement. Voilà, mais c'est agréablement contaminant, j'ai voilà. envie de dire. Après, on a de bonnes musiques tout au long de la journée. Merci Fred. On enchaîne avec la Corée du Sud. Là, on va beaucoup moins rigoler, beaucoup moins chanter, les amis, puisque il faut savoir que le président sud-coréen, qui s'appelle Lee Jae-myung, a décidé d'accélérer sur l'intelligence artificielle. Parce qu'il voit bien que d'un côté, il y a la puissance américaine, la puissance chinoise, et il se dit... Et la puissance japonaise, parce que la Corée et le Japon, ils ne s'entendent pas très bien. Oui, alors ils essaient de se rabibocher un peu, mais... C'est des gens qui n'ont pas des amis autour de chez eux. Entre la Corée du Nord, la Chine, le Japon... Ouais, ça fait quand même pas mal voilà, d'embûches. Et donc, eh bien, ils se rendent compte de l'intérêt d'investir beaucoup d'argent, et on annonce des chiffres quand même assez importants, plus de 9 milliards de dollars d'investissement. Ils comptent acheter 260 000 processeurs Nvidia pour arroser un petit peu tous les services de Corée du Sud, que ce soit l'administration, l'enseignement, mais aussi pour alimenter des boîtes, on va dire, importantes, coréennes, sud-coréennes, comme Samsung, comme Hyundai, enfin il y en a d'autres. C'est assez intéressant de voir que là, il y a une vraie prise de conscience. Suivez mon regard. C'est bien pour un pays de 52 millions d'habitants, donc qui est un peu équivalent à la France, on va dire. Okay, d'habitants. Allez, 9 milliards sur la table, il faut accélérer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui commence? Moi, je veux bien commencer là-dessus, parce que forcément, c'est un sujet qui me touche. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, on parle de ce contexte géopolitique, et c'est intéressant parce qu'en réalité, ça nous concerne tous. Chacun d'entre nous, dans cette course à l'IA, on ne peut pas faire juste parler de l'IA comme ça, comme un sujet, voilà, est-ce qu'on prend, on prend pas? Non, il faut regarder aussi la compétition mondiale, et la France et l'Europe, d'ailleurs, est concernée également par ça. Et pour eux, c'est vraiment très fort, parce qu'effectivement, dans leur contexte géopolitique, toute leur stratégie globale a été fondée sur l'export de technologies. Et aujourd'hui, forcément, l'IA est en train de tout transformer sur ce sujet-là. Et là, il va falloir être au rendez-vous. Donc, effectivement, il en a parlé comme un enjeu de survie pour le pays. Et ce que moi, j'ai trouvé intéressant dans la manière dont ils ont réparti les sommes, ça doit nous intéresser, c'est que 3/4 des sommes, 75% de l'investissement, se fait sur le hardware et les talents. Le logiciel, le software, ça viendra plus tard. Ils investissent dans le hardware et dans les talents, dans l'humain. Ça, c'est intéressant. Au moment où on parle tout le temps d'IA, de place de l'humain, etc., à l'intérieur de ça, non, ils ont compris qu'effectivement, non seulement il fallait maîtriser la chaîne globale, avoir sur son sol, effectivement, les GPU, et en parallèle, avoir les compétences pour venir, en tout cas, les développer. Et je crois qu'effectivement, c'est quelque chose, en tout cas, qui doit, en tout cas, nous inspirer, même si, attention, moi, je trouve que la France, en tout cas, a eu beaucoup de réflexions dans le bon sens sur ce sujet. Oui, juste une petite précision concernant les talents. Est-ce que ce sont des talents forcément sud-coréens ou est-ce qu'ils vont peut-être faire des ponts d'or aussi à des talents étrangers qui pourraient bosser en Corée du Sud? Ça va être intéressant aussi de voir ça. Oui, alors ils ont pas mal. Fanny. Oui, ils ont pas mal de formation d'ingénieurs là-bas, donc ils ont aussi. Faut voir que là-bas, les 5 plus grands conglomérats font 50% du PIB. Les Samsung, SK Hynix, Hyundai, voilà. Donc il y a LG aussi. Oui, il y a LG, voilà. Donc c'est quand même très concentré sur ces 5-là. Que tu l'as très bien dit, le chef du gouvernement de Corée du Sud a décidé, entre guillemets, d'arroser, mais justement
à la fois l'État et ses entreprises, leur dire écoutez, c'est pour vous, c'est pour nous, mais c'est aussi pour vous, ça c'est important. En 22 minutes de discours, hein, c'est un article qui le dit, en 22 minutes de discours, il a prononcé 28 fois intelligence artificielle. Donc on voit vraiment que c'est sa priorité. Oui, un article des Échos d'ailleurs. Dans un article des Échos. Et donc voilà, effectivement, il a parlé de survie. Et ça, oui. Et ce que tu dis est juste. Hein, aujourd'hui, c'est dans l'infra, tout le monde se dit pourquoi les Américains ils dépensent autant d'argent. Ils cherchent des data centers, investir dans des centrales et ils parlent en puissance énergétique. C'est parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, l'infrastructure, on en aura toujours besoin. Donc déjà, si on investit là, on a les pieds bien ancrés dans la terre et puis après, on développe au-dessus. C'est ce qu'on appelle les pelles et les pioches. Hein. C'est ceux qui vont pouvoir creuser et faire tout le dessous, qui vont permettre de faire les fondations et de monter le sujet. Et clairement, quand on voit la course là à l'IA lancée aux États-Unis, c'est quoi OpenAI, hein, ils cherchent à aller chercher c'est combien 1000 milliards Oui, 1000 milliards. Donc 9 milliards, c'est pas si gros que ça, mais c'est déjà vachement bien pour un pays en effet de cette taille-là. La Corée, on l'a dit, c'est face au Japon, c'est émancipé complètement et est devenu un géant de l'innovation et en quelques années s'est transformé. Maintenant, quand on parle de Corée, c'est pas que l'high-tech, hein, on parle beaucoup de cosmétiques maintenant, on parle de la cuisine coréenne. C'est un pays qui s'est vraiment qui est sorti et qui s'est émancipé et qui a créé sa propre culture et maintenant qui est reconnu dans le monde. Qui fait rêver les Occidentaux notamment. Voilà, qui fait rêver les jeunes sont friands de la Corée. Le Japon, c'est notre génération à nous. Les jeunes, ils sont beaucoup plus Corée. Et donc là, il faut rester là-dedans. Il faut continuer à marquer son territoire. Et la prochaine transformation que tout le monde voit, bah oui, c'est l'IA. Tout le monde en parle, tout le monde veut y être. L'Europe se positionne, les US, l'Asie aussi. Et la Corée veut être au-dessus du lot. Ils sont très, très élitistes. Hein. Ils ont une façon de travailler où il faut toujours être le meilleur et le premier. Avec une rigueur militaire. Et puis d'ailleurs, ils investissent beaucoup dans l'IA et l'armement, parce qu'ils se rendent compte aussi qu'avec les Américains, il y a peut-être un jour, on va leur dire, tiens, c'est gentil. Mais il faut vraiment voir, au niveau géopolitique, la Corée, quoi, où elle est positionnée. Évidemment, Corée du Nord à côté, la Chine pas loin. Je disais le Japon. Évidemment, ils ne sont pas en guerre contre le Japon, mais c'est des populations qui se haïssent, hein, qui ne s'aiment pas. Voilà, c'est mieux maintenant. Les jeunes générations, ça s'est calmé. Mais il y a un historique qui est très fort. La Chine les rapproche. Entre les deux. Oui, c'est vrai que la Chine les rapproche. Mais en tout cas, mais ça ne suffit pas. Il y a une compétition. Quand tu es un pays un peu seul, il faut que tu te dises... Mais je crois que c'est le président sud-coréen qui est allé au Japon il n'y a pas longtemps. Il y a une rencontre de chefs d'État qui était tout à fait cordiale. Non, mais les relations sont beaucoup mieux. C'est pas tendu, on va dire. Disons que... Non, mais c'est jamais tendu. Mais avec les Chinois, Xi Jinping a offert un téléphone Huawei au président. Garantie sans backdoor. Il a dit garantie sans backdoor. C'était très drôle d'ailleurs. C'était très drôle. Voilà pour ce sujet. Ça serait bien aussi qu'on investisse plusieurs milliards. Alors on le fait, mais c'est la vitesse. Voilà. Il y a eu des promesses quand même. C'est bien qu'on le fasse aussi en France. Et, alors peut-être pas en France, mais au moins en Europe. Et c'est surtout c'est l'histoire cohérente qu'il raconte. Hein. Moi, je trouve que ce travail à la fois sur la culture, qui a un enjeu d'ailleurs, parce que cette culture, c'est une arme vraiment contre la Corée d'ailleurs du Nord. Également, cet investissement massif dans la technologie et donc dans l'IA, le fait de travailler sur l'hardware. Tu as l'impression quand même d'avoir un pays qui fait pourtant notre taille, qui a une stratégie globale et une histoire, en tout cas, qui est cohérente. Peut-être parce qu'ils sentent vraiment le danger autour d'eux. Et une stratégie de souveraineté. On parle des GPU, on parle de puissance de processeurs, on parle forcément de réchauffement, parce que, évidemment, tous ces processeurs consomment beaucoup de watts pour être rafraîchis, en quelque sorte. C'est de l'eau, c'est de la climatisation, enfin, etc. Et évidemment, ce sont des gouffres à énergie, tant et si bien qu'aujourd'hui, quand vous écoutez un Sam Altman, c'est plus en nombre de processeurs qu'il parle, mais c'est en gigawatts, parce que c'est véritablement, ça devient l'unité de mesure de la consommation globale, en fait, de tous ces processeurs. Ce qui est intéressant, c'est que se déroule en ce moment le Salon mondial du data center, qui a ouvert ses portes aujourd'hui, donc à Paris. C'est une industrie qui est en plein boom et qui est dopée justement par le développement de l'IA et qui a pour ambition aussi de diviser par deux l'énergie consommée par le refroidissement des serveurs. Et à ce sujet, l'équipementier automobile Valeo, notre pépite française, dévoile une technologie qui s'annonce révolutionnaire. On écoute Erwan Morris et après, évidemment, on commente tout ça.
Valeo met son expertise automobile au service des data centers. Leader mondial du refroidissement des moteurs, le groupe s'associe au strasbourgeois 2CRSI qui fabrique des serveurs. Un mariage de savoir-faire pour aboutir à une solution inédite, se félicite Pascal Herman, en charge de l'innovation chez Valeo. C'est un refroidissement qu'on appelle par immersion. On a une huile qui circule et qui refroidit les puces et tous les éléments de ces serveurs-là. C'est totalement autonome, ça ne consomme pas d'eau. Commercialisée l'an prochain, la technologie permettra dans un premier temps aux acteurs télécoms de faciliter l'installation de leurs serveurs à proximité immédiate des antennes 5G afin de réduire les temps de latence, et ce, dans des environnements extrêmes où cela était impossible jusque-là. Dans certains pays comme en Inde ou en Asie, il y a une vraie volonté d'équiper tout le territoire d'antennes 5G. Dans ces pays-là, on peut avoir des conditions climatiques très sévères, des températures ambiantes qui vont jusqu'à 50 degrés. Le bénéfice, c'est de ne pas avoir recours à des circuits d'eau. Car jusqu'à maintenant, ce sont bien les systèmes de climatisation et de refroidissement par l'eau qui prédominent. Cette technologie profitera aussi aux usines 100% automatisées et d'ici 2028 aux puces qui font tourner l'IA, puissante mais grande émettrice de chaleur. Voilà une bonne stratégie de la part de Valeo. Parce que c'est vrai qu'il y a une explosion de la consommation électrique de ces processeurs. Si on arrive à diviser par deux la consommation électrique grâce à cette technologie, bravo. Donc espérons que maintenant, Valeo rencontre Jensen Huang et qu'on mette partout cette solution, non ? Plutôt cool ça, Fred. Bah oui. Alors ils ont la technologie, puisque c'est eux qui travaillent sur le refroidissement des moteurs automobiles, donc ils connaissent bien un peu tout ça. Deux, ici marché sur l'IA, l'Edge, tout ça, qui est un marché qui est en croissance. Pour eux, ça va permettre une nouvelle source de revenus sur un marché automobile. On voit qu'il est un peu assez chancelant. Et puis ils participent en plus à rendre la planète plus connue. Puis j'avais noté un autre point. Oui, puis c'est pareil, ils se positionnent aussi dans l'électronique. On ne s'attendait pas à les voir arriver dans ce domaine. Et ils disent, coucou, on est là. Vous savez, nous, on sait faire plein de choses. On sait faire du refroidissement, mais derrière, on sait faire de l'objet connecté. On est très bon dans les communications sur les devices et tout ça. Donc voilà, ça peut ouvrir aussi Valeo. Peut-être qu'on en parlera dans 10 ans, en disant cet acteur d'équipementier automobile et électronicien dans l'univers des data centers. Et puis ça tombe bien pour Valeo parce qu'on voit que l'industrie automobile en ce moment est à la peine. Donc c'est bien de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Exactement. Bravo. Alors moi, je trouve que ça doit nous inspirer sur une chose, c'est que l'innovation, elle est aussi au croisement des filières. Et au moment où on parle d'IA, ou peut-être on a pris parfois du retard à certains endroits, il ne faut pas oublier qu'effectivement, on a aussi des industries qui potentiellement sont porteuses d'innovation. Et là, en l'occurrence, que l'automobile quasiment arrive sur ce champ-là, alors qui est plutôt le edge computing, parce que c'est pas le data center, mais c'est surtout aussi tous ces calculs qui vont devoir se faire en périphérie du réseau, au plus proche en tout cas de l'usage. Là, il y avait des enjeux, effectivement, qui n'étaient pas simples. Et là, leur brevet, alors je crois qui s'appelle en gros, c'est un liquide diaélectrique, en gros, une sorte d'huile qui entoure les data centers, qui empêche la circulation électrique, mais par contre qui permet la diffusion de la chaleur. Effectivement, il y a en tout cas un enjeu, et c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné aussi, il y a des enjeux climatiques, et on voit qu'on a des réponses, et c'est un enjeu et climatique et économique, et effectivement, on peut en tout cas se targuer que ce soit Valeo qui le porte. Valeo, c'est une très très belle boîte française qu'on connaît tous, surtout pour les plaquettes de frein à l'origine, pour ceux qui les ont changées, comme moi quand on était plus jeune. Mais ils sont auteurs d'innovations comme, si je ne dis pas de bêtises, le Start and Go, par exemple, quand vous arrêtez un feu et que votre moteur se coupe et que ça redémarre. Et que ils sont très bons sur les véhicules autonomes, notamment. Mais tout ça, c'est de l'électronique. En fait, ça fait très longtemps. Ils sont très, très forts en R&D. Et pour l'instant, c'est vrai que c'était plus lié à l'automobile, mais ils rentrent dans l'ère de la diversification parce que, comme toute entreprise, on sait qu'on ne peut pas se limiter. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, pareil, quand on fait de l'informatique ou quand on fait tout un tas de sujets, on peut reprendre l'innovation pour aller sur la Lune, qui a fait les couvertures de survie, les micro-ondes. Là, ils sont capables d'aller vers les data centers, d'innover. Ils ont un savoir-faire technologique et ça permet d'aller plus loin et plus vite. Et comme je le disais, les edge data centers, c'est aussi quelque chose d'ultra intéressant. Ce sont des petits data centers qui permettent d'aller s'implanter dans des nouvelles localisations où c'est plus difficile d'avoir quelque chose de très cher à implanter, avec des sécurités beaucoup plus lourdes. Et en effet, optimiser ça, parce qu'il va falloir de plus en plus pour avoir justement des sujets de souveraineté, des choses qui sont
plus proche sur le territoire spécifique d'un pays ou d'une ville, ça va être très utile. Donc c'est chouette de voir ça. Non, puis il faut voir tous ces parce que là on parle de Valeo, mais on a vu déjà Legrand qui a ses équipements électriques et qui a racheté, ils ont dépensé 1 milliard pour acheter une société américaine pour se renforcer dans les data centers. Donc ils sont tous en train de regarder ça. Bon, ça fait un moment que Legrand est un data center, mais voilà, ils font 40%, je crois, avec leur chiffre dans ce domaine. Mais voilà, et je pensais à un autre, c'est Air Liquide. Air Liquide, que l'on voit un peu dans d'autres domaines, mais eux aussi sont très présents dans toute la tech, ces petits gaz qu'on a dans les téléphones, dans les serveurs plutôt, pour aider aux communications. Il y a du Air Liquide dedans. Et je trouve que ça, justement, que cette filière-là s'ouvre davantage vers tout cet univers numérique, voilà, allons-y, quoi. Très bien, bravo à Valeo. Il faut aussi, et on change de sujet, féliciter Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, qui est le géant donc, des télécoms allemands, qui vient d'annoncer un investissement. Alors ça rejoint un petit peu l'information qu'on a évoquée il y a quelques minutes avec la Corée du Sud, même si évidemment elle est plus mesurée, plus faible, puisque ce n'est qu'1 milliard. Mais bon, c'est déjà quand même pas mal d'argent pour un opérateur télécom. En gros, l'actu, c'est que Deutsche Telekom va investir $1 milliard auprès de Nvidia pour en fait rénover son data center, un data center vieillissant, je crois, à Munich, qui va être complètement upgradé avec du matériel dernier cri de Nvidia, évidemment pour avoir un cloud souverain. Là aussi, encore une fois, on voit que c'est hyper important d'avoir ce stockage de données et cette puissance localisée, hyper localisée. Mais Cyril, peut-être après Fred ? Ouais, vas-y Cyril. Vas-y Cyril. En tout cas, alors moi, là-dessus, je trouve que c'est en tout cas un exemple qui est aussi intéressant parce qu'effectivement, il doit pouvoir aussi nous inspirer. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui fait de la musique, alors je comprends pas. Je comprends pas. Même si. Bizarre. C'est une piste des années 80. Oui, c'est peut-être Apple qui a écouté ce qu'on dit. Exactement, qui est en train de brouiller les pistes avec de la musique. Ils sont très forts. Et donc, en tout cas, sur cette stratégie de souveraineté technologique, il y a quand même cette idée à un moment donné qu'on peut faire la souveraineté technologique. Ça ne veut pas dire se couper d'ailleurs du commerce mondial. À un moment donné, là, il y a de l'achat plus Nvidia. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien de se couper en tout cas du Patriot Act américain. Parce qu'à un moment donné, ce serveur-là, il ne sera pas soumis en tout cas aux réglementations américaines. Et ça, c'était important pour l'industrie allemande, parce que forcément, la grande peur des industriels allemandes, l'industrie 4.0, c'était effectivement de perdre la main sur notamment leur stratégie, en tout cas de R&D. Et plus globalement, juste pour terminer sur ce point, il y a aussi une stratégie là d'intégration verticale. Nvidia pour les puces, Deutsche Telekom pour la distribution, et si on va jusqu'à SAP, leur logiciel, c'est que les Allemands sont en train de maîtriser globalement toute une chaîne liée à l'IA, et ça aussi, c'est un enjeu clé en termes de stratégie. Cela dit, on a, nous, notre cloud souverain OVH. Oui, et ça conforte le signal fort de l'Europe et les Allemands, le monde, qu'on a un besoin de souveraineté européenne qui se fait sentir sur certains sujets, en tout cas sur certains projets. Donc c'est un très bon signal, ça montre que tout le monde va quand même dans le même sens vu ce qui se passe. Très bien. Mais je pense que je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Cyril pour la partie Corée. Ça montre aussi que là, il y a une stratégie claire. C'est-à-dire, on va rénover ce site, mais c'est pas pour dire attendez, ceux qui veulent, ceux qui nous aiment bien, venez, on va vous offrir, on va saupoudrer un peu de puissance calcul, de stockage aux uns aux autres. C'est de dire écoutez, nous on va aller voir, ils ont dû aller voir tous les industriels un par un, leur dire écoutez, nous on rénove, on va mettre 1 milliard, par contre on met 1 milliard, c'est pour que vous veniez chez nous. Et nous c'est ce qui manque aujourd'hui en France, c'est qu'on essaie de. Alors voilà, Mistral va aller mettre son data center là dans le sud parisien. Non, mais tout le monde joue un peu sa carte. Et là, on a quand même un gouvernement avec son opérateur qui dit bon les gars, là, c'est trop grave ce qui est en train de se passer, au-delà de tout ce que tu as dit sur la souveraineté. Et là, c'est clair, la stratégie est claire. Et du coup, on peut mettre 1 milliard sans entendre les gens dire pourquoi eux, pourquoi encore des technologies américaines, etc. Là, que c'est très clair. Et nous, notre souci aujourd'hui, on le voit, heureusement qu'on a Emmanuel Macron qui a mis en avant Mistral et qui a poussé tous les patrons du CAC à dire allez, prenez du Mistral. Bon, ça y est, la sauce commence un peu à prendre. Mais voilà, on ne maîtrise pas toute la chaîne là, à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse, encore une fois, et en lisant un article des Échos qui est très intéressant sur ce sujet, on se rend compte que c'est le premier étage d'une fusée qui va être beaucoup plus massive dans quelques années, puisque Deutsche Telekom se positionne comme étant l'un des faiseurs de ce projet, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle le
AI Continent Action Plan, qui se veut être la réponse justement à ces investissements massifs au niveau européen. Sur la table, 20 milliards d'euros, qui seraient donc partagés évidemment par tous les pays de l'Union européenne pour installer 5 data centers un peu partout en Europe. Et Deutsche Telekom se positionne comme étant l'un des acteurs de ce plan. Il est prêt à investir jusqu'à 100 000 GPU et être le faiseur en fait de ces 5 data centers. Mais tu vois, c'est là où il faudrait qu'il y a Lidl aussi qui c'est là où il faudrait une vraie cohérence. Moi, j'aurais préféré entendre signer Deutsche Telekom avec Orange, avec même 4-5 opérateurs. Ils se sont mis d'accord, dit écoutez, ça va être là. Par contre, le centre de recherche, on va le mettre à tel endroit. Enfin, on va reprendre l'exemple d'Airbus, parce que c'est un peu bateau, mais voilà. Et tout de suite que les choses soient claires. Toi, tu auras la recherche. Non, mais les chercheurs, on les fera travailler depuis. Ils iront travailler en Allemagne. Plutôt que là, on a l'Allemagne qui tire. Hein, et ils ont tiré aussi avec Amazon. Amazon va avoir son cloud souverain avec fonds européens, avec personnel européen, tout ça. Ça va être en Allemagne. Déconnecté des États-Unis, c'est ça la force de ce truc-là. C'est ça qu'il va falloir. C'est ça le plus important. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'Amazon a réussi à déconnecter, même financièrement. Mais voilà, c'est ça, avec des investisseurs européens, etc. Alors, Amazon US a des parts, mais pas la majorité. Mais c'est encore en Allemagne, tu vois. Oui. Et tu sens que chacun... oui, il y a une compétition. Il y a une compétition pour les pays européens, mais tu notamment entre la France et l'Allemagne. De la stratégie Airbus, moi je crois que non, il faut en tout cas la poser sur la table, parce que c'est intéressant ce qu'on a opéré là. Ben, effectivement, il faut regarder de l'autre côté, on doit pouvoir se positionner au niveau européen, et là pour le coup on parlait de Mistral, l'investissement en tout cas d'ASML dans effectivement Mistral visait un peu cette verticalisation. Donc on voit bien qu'on a des acteurs qui peuvent se positionner globalement. En plus c'est intéressant parce qu'on ne fait pas juste de l'européen européen. Là effectivement on embarque Nvidia, mais en étant indépendant des Américains. Mais là tu as l'opérateur national de chez Telecom, avec tout ce que ça peut derrière, parce que derrière il y a T-Systems qui est leur grosse ESN qui va rouler derrière, SAP qui vient derrière. Voilà, nous... Là, c'est un peu plus compliqué d'avoir cette verticalité. Oui, c'est vrai. Alors qu'on a un bel opérateur européen, d'envergure européenne, qui est Orange, qui a racheté un opérateur à la limite, on pourrait dire, tiens, nous, on va faire la cyber. Nous l'axe cyber, c'est nous. On a plein de boîtes. Bien sûr. Alors, il y en a aussi en Allemagne et ailleurs. Oui, mais travaillons main dans la main. Voilà, alors on fait Orange, la cyber. À l'Allemagne, la partie logicielle d'entreprise. Et voilà, et on répartit comme ça. On prend 4-5 pays. Et puis, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas attendre d'être les 27. On a la chance d'avoir des acteurs comme OVH. Et qui essaye de garder... Il n'est pas sympa, ce Cyril. Si. T'as vu ? Parce que je sais qu'elle ne fait pas sa promo, donc du coup, exactement. Je suis un partenaire du coup d'OVH, donc il faut que... C'est à moi de faire la promotion. Voilà, et bientôt on parlera de quantique avec Fanny et d'autres invités. On fait planer un peu le suspense. T'as vu le regard de Fred, d'un coup, Fred il a fait ouh, comme ça. Moi, j'aurais lui mettais du quantique. C'est comme si on lui mettait un gâteau au chocolat devant son assiette. Tu vois. Mais dès que Léa Benaïm n'est plus là, parce qu'en ce moment elle est en matinale, elle n'est pas là le soir, on peut parler de quantique. On peut parler un peu de quantique, oui, c'est vrai. C'est passionnant le quantique. Hein. On enchaîne, il nous reste quelques minutes avec cette information. Alors c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour tous les salariés d'IBM, puisque IBM, de par son CEO, a annoncé la suppression de plusieurs milliers d'emplois. On n'a pas de chiffre exact, je crois. Enfin, je ne sais pas si tu as réussi. Non, on sait qu'il y a 270 000 employés, et après... Voilà, il y aura quelques milliers d'emplois supprimés. À cause de quoi, les amis ? Il n'y a même plus maintenant de tergiversation. On n'essaie même plus de masquer tout ça. On dit ouvertement parce que l'intelligence artificielle arrive dans des strates, on va dire, de management, de codage, ce qu'on appelle les fonctions support. Et aujourd'hui, on estime que 30% de ce qui constitue les fonctions support, RH, administratif, marketing, tout ça, ça peut être remplacé par de l'IA. Donc des fonctions assez de base. Alors c'est bien parce qu'on utilise cette technologie. C'est un peu moins bien parce que du coup, il y a plus de jeunes derrière qui se faisaient un peu la main sur des choses un peu automatisées, qui apprenaient comme ça. On l'a moins, on voit les gens, on embauche moins de jeunes dans pas mal de domaines. Après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une entreprise qui est en train de dire à tous ses salariés, les gars, il faut bouger. Et on sait dans les entreprises, tu as 20% qui disent OK, on y va à fond. Tu as 20% qui vont dire ouais, nous, on aime bien, là, on est à quelques années de la retraite, on est bien, on a notre petite routine. Et puis tu as les 60% qui vont suivre. Et là, ces 20%-là, ça risque de moins bien. Ou alors, il faut leur expliquer clairement la stratégie pour voir s'ils adhèrent ou pas.
C'est intéressant sur ce que tu disais sur effectivement il y a eu une époque où on dit je suis à quelques années de la retraite, du coup je peux un peu maintenant ralentir. Encore, hein. Moi, exactement. Des exemples c'est encore le cas, sauf que là, à la vitesse à laquelle ça va, on peut plus. Quelques années, c'est une transformation totale. Ouais. Et effectivement sur ça, alors bon, l'excuse de l'IA est utilisée un peu à tort et à travers un peu partout, mais c'est vrai. Inévitablement, il y a une transformation et là, il faut qu'on le regarde en face. L'impact sur les jeunes, là, on n'a pas de réponse. Comment on va faire monter toute une génération en compétences si les postes de premier niveau sont en train de disparaître? Et concernant IBM... Oui, parce qu'on ne peut pas être senior d'un coup, en fait. Exactement. Et là, il y a un sujet. Il y a beaucoup de stratégies. Et d'ailleurs, dans la situation économique qui est la nôtre, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont en train de négliger le recrutement des plus jeunes parce que c'est là qu'on peut faire rapidement de la coupe. Mais la question, c'est à un moment donné, demain, on va avoir des sujets, en tout cas RH. Et là, je pense qu'on a un sujet au niveau national et européen. Et concernant l'IBM, ce qui est intéressant, c'est que le nombre d'emplois aux États-Unis, lui, va rester stable. Ça, c'est intéressant. C'est que c'est les fonctions support qui ont été externalisées dans d'autres pays, qui aujourd'hui sont en train d'être... en Inde, notamment. Qui sont en train de disparaître. Donc, c'est intéressant. Il y a une sorte de... La délocalisation, l'IA est en train de réduire ce besoin. Et donc, il y a un retour, finalement, avec plein d'autres mouvements, d'ailleurs, de manière générale, de concentration des entreprises dans leur pays, effectivement, d'origine. Ça va accentuer, d'ailleurs, les compétitions géopolitiques ou autres. Et là, la France, l'Europe, là, on doit regarder ça en face, parce que oui, il y a une transformation et un rééquilibrage des emplois, parce que, par contre, IBM va continuer à recruter des profils de haut niveau. Et ça renvoie à la stratégie de la Corée du Sud, qui investit dans le hardware et les talents. Oui, puis on l'avait vu la semaine dernière aussi, c'est même dans des grands groupes comme Amazon, on enlève même des cols blancs, mais c'est aussi pour restructurer certains services, revoir la façon de travailler pour réembaucher derrière. On voit bien que ce sont des stratégies où les grands groupes de l'informatique et de l'innovation sont en train de revoir leur façon de faire. Là, ça fait des années que tout roule, que ça fait des bénéfices, mais comment on peut faire plus, comment on peut faire mieux, et l'IA est en train de transformer complètement le paysage du travail. Ouais. L'IA, puis je coupe juste un instant, et puis c'est là où je parle de quantique, c'est qu'IBM aussi, ils ont de grandes ambitions dans le quantique, et dans le quantique, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il faut aller un peu plus vite aussi, parce que on n'est plus en 2060, on est dans les années à venir, et du coup, ils ont besoin de compétences, on va les regarder ailleurs. Écoutez, moi j'ai besoin de 400 postes, et bien où est-ce qu'on peut couper 400 postes ailleurs? Et donc voilà, ça se joue aussi avec cet effet balancier, quoi. Et ça ne va pas freiner, parce que Jay Gambetta, qui était le grand patron du quantique chez IBM, vient de passer à la tête de toute la R&D en gardant le quantique. Il est grimpé beaucoup plus haut, et donc autant dire qu'il a une vision de l'innovation très forte. Service marketing, tu vas voir ça. Et que lui, il va y aller, et qu'il aime beaucoup les gens avec des têtes bien faites. Donc, ça va bouger encore. Et bien voilà, on va terminer ce débrief sur cette actu. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Fanny. Avec plaisir. Fanny Bouton, directrice du quantique chez OVH Cloud. Merci à Cyril de Souza Cardozo. À très bientôt, Cyril. C'était un plaisir, à bientôt. La porte du studio de BFM t'est toujours ouverte, notamment dans Tech & Co. Tu es le président du groupe Polaria. Et merci à Frédéric Simotel, bien évidemment, qu'on retrouvera jeudi, je crois. Non, c'est demain, non jeudi. Non, on se retrouve mardi. La semaine prochaine. Ouais, parce que lundi... Voilà. Mardi. Et puis, la semaine prochaine, nous serons aussi à Marseille pour ce grand rendez-vous AIM. On va parler d'intelligence artificielle avec La Tribune et CMA-CGM, qui est, vous le savez, le propriétaire de BFM, du groupe RMC BFM, avec des invités prestigieux qui seront sur le plateau de Tech & Co. Je ne vous en dis pas plus. Vous restez avec nous. Dans un instant, on attaque notre dernière partie de ce Tech & Co, la quotidienne. On va s'intéresser au prix Margaret, qui récompense les talents de la tech féminine. Et il y en a beaucoup, bien évidemment. On va en profiter pour en recevoir quelques-unes ce soir sur le plateau, notamment dans le domaine de l'IA. Tiens, ça nous intéresse. Allez, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 20h30 sur BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être avec nous. Et comme chaque soir à la même heure, il est temps de retrouver un condensé de l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash. Et c'est avec ce soir Julien Thibault. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, la traduction instantanée arrive sur les AirPods en Europe. Grâce à Apple Intelligence, les AirPods Pro 3, Pro 2 et AirPods 4 peuvent désormais traduire une conversation en temps réel directement dans vos oreilles. La fonction sera déployée le mois prochain, mais elle est déjà disponible
disponible via la bêta d'iOS 26.2 depuis hier. On reste chez Apple qui prépare son entrée sur le marché des ordinateurs portables à bas prix. Selon Bloomberg, la marque travaille sur un nouveau MacBook plus abordable pour rivaliser avec les Chromebooks et les PC Windows d'entrée de gamme. Une première pour Apple qui cherche à séduire les étudiants et les marchés émergents. De son côté, Google tente de clore un long feuilleton judiciaire. Le géant californien a proposé un règlement à l'amiable avec Epic Games, mettant fin à plusieurs années de bataille autour des commissions prélevées sur le Play Store. L'accord, s'il est validé par la justice américaine, pourrait servir de référence pour tout le secteur des applications mobiles. Autre conflit dans la tech, Julien, c'est Perplexity AI qui accuse Amazon de harcèlement commercial et menace même de poursuites judiciaires. Et oui, la start-up américaine affirme qu'Amazon lui a demandé de suspendre ses achats automatisés depuis son navigateur IA Comet, une pratique jugée contraire à ses règles internes. Perplexity y voit une tentative d'intimidation et affirme qu'Amazon veut protéger les services d'Alexa face à un nouveau concurrent dans la recherche IA. Enfin, en Chine, le constructeur chinois Xpeng passe à la vitesse supérieure dans l'intelligence artificielle. L'entreprise va lancer en 2026 une flotte de robotaxis ainsi que des robots humanoïdes, tous équipés de ses propres puces IA conçues en interne. Objectif, réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers et accélérer dans la mobilité autonome. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour un nouvel épisode de votre émission, épisode suivant. Cette semaine, Clément Le Saffre et ses invités nous parlent de Pluribus, la nouvelle série du créateur de Breaking Bad. On écoute un extrait tout de suite. On a un dicton dans le journalisme qui dit que les trains à l'heure n'intéressent personne. Non. Est-ce que c'est un peu le cas de cette série et finalement, est-ce que le bonheur, c'est pas intéressant ? En fait, en tout cas, la façon dont il est montré dans la série via cette collectivisation du bonheur. Alors effectivement, parce que en fait, la question le bonheur n'intéresse personne. En fait, les enjeux, quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas de problème véritablement, quand il n'y a pas de drama, ça effectivement, c'est peut-être un peu. Il manque un point d'entrée dans cette histoire-là. Et c'est vrai que le gros problème de la série, et je trouve qu'au bout d'un moment, en tant que spectateur, à force de ne pas avoir d'enjeu, sortir de terre comme ça, on se retrouve en tant que spectateur à se dire mais qu'est-ce que nous raconte cette série ? Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Effectivement, c'est peut-être aussi l'intérêt de cette série, c'est qu'au bout d'un moment, on en a à questionner ce que nous racontait Gilligan, et peut-être que Gilligan est en train de nous proposer une anti-série, est en train de nous dire, regardez, je suis en train de vous proposer une série qui n'a pas beaucoup d'enjeux. Dès qu'il y a un enjeu qui sort de terre, rapidement il est désamorcé. Dès qu'il y a un problème, on se rend compte que finalement il n'y a pas beaucoup de problèmes, et du coup, au fur et à mesure des épisodes, nous en tant que spectateurs, on se dit, l'important n'est pas là, l'important est peut-être ailleurs. Voilà, si vous voulez retrouver cet épisode suivant, mais aussi tous les autres, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Tech & Co, mais aussi sur l'appli BFM Business et sur la plateforme de Tech & Co. 20h34, justement, vous en mourrez d'envie, direction la rédac de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Avec Sylvain Trinel qui nous a rejoint. Bonsoir Sylvain. Bonsoir François. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et alors là, on est au cœur de l'actualité. Chine est désormais menacée, écoutez bien, de blocage en France. Et oui, c'est un véritable ouragan qui pourrait se produire et qui en rappelle un autre. En 2021, une décision de justice portée par le gouvernement de l'époque avait mené un blocage et le déréférencement de la plateforme Wish. Aujourd'hui, c'est au tour de Shein d'être potentiellement frappé d'une interdiction. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a en effet annoncé qu'il avait saisi la justice dans le but de bloquer le site en France après la découverte de poupées à caractère pédopornographique et d'armes de catégorie 5 en vente libre sur son marketplace, une partie dédiée aux revendeurs tiers. Et est-ce que Chine risque vraiment de ne plus être disponible en France, Sylvain ? Eh bien, ça va dépendre des prochains jours. Pour tenter d'enrayer une possible chute, Chine a déjà pris la décision de stopper temporairement son marketplace, sans doute pour montrer au tribunal sa bonne foi. La plateforme, elle a également annoncé qu'elle allait revoir l'ensemble de ses pratiques internes afin que des articles interdits à la vente en France ne puissent plus apparaître sur Shein. Mais si cela ne convainc pas le tribunal, celui-ci pourra donc exiger que les fournisseurs d'accès à Internet bloquent l'accès de Shein en France, nécessitant donc un VPN pour s'y rendre, mais aussi son exclusion des différents moteurs de recherche. Notons d'ailleurs qu'en parallèle, le ministère de l'économie a demandé la suspension de Shein en France. C'est deux choses vraiment séparées et qui est décorrélée donc du blocage.
Bercy a d'ailleurs indiqué à BFM TV que cela concernerait également l'ensemble de l'URL de Shein et donc pas seulement son marketplace. Très bien, mais il suffira d'avoir simplement un VPN pour pouvoir faire ses courses comme Wish, sur Shein, comme à chaque fois, bien évidemment. Merci beaucoup Sylvain. Merci. Sylvain Trinette de la rédaction de Tech & Co, 20h36. On va recevoir maintenant des femmes sur le plateau de Tech & Co, des femmes dans la tech et dans l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est passionnant, on en parle tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et on va parler des prix Margaret à l'occasion de ce rendez-vous United by Tech que va nous présenter Delphine Rémy-Boutan, qui est fondatrice et CEO de JFD ou JFD. JFD. Ou JFD. À la française. Parfait. Merci d'être là, Delphine. On s'était déjà vu sur le plateau Tech & Co il y a quelques mois de cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre combat, en tout cas la motivation qui vous porte concernant bien justement la diversité et puis surtout le fait de mettre en avant les femmes qui sont dans la tech. Je sais que c'est l'un de vos combats. Alors c'est un combat et un engagement que je porte depuis 14 ans avec JFD, effectivement. JFD, qui est la première plateforme de business et d'influence dans la tech et plus récemment de l'IA, qui connecte les entreprises, les chercheurs, les médias, les partenaires privés, publics, autour d'un sujet qui est... comment la technologie peut être au service du bien commun si elle est pensée par tous et par toutes. Et aujourd'hui, dans la tech, comme partout d'ailleurs, les femmes sont sous-représentées. Même s'il y a quand même quelques améliorations... Oui, il y a des signes positifs quand même. Parce qu'on est parti de loin. Hein. On est parti de très loin. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des postes... qui sont tenus par des femmes. Qui sont tenus par des femmes. Donc c'est pas, on n'est pas encore à la parité, qui n'est pas un symbole, mais qui est vraiment un levier de performance. Et c'est pour ça que nous, chez JFD, on fait deux choses. On montre chaque année justement ces chiffres au travers le baromètre européen de l'IA, qu'on lancera également demain, et le prix Les Margaret pour en révéler justement les visages, alors que le baromètre montre ces données, ces chiffres. Et nous, on avait envie aussi d'incarner en fait cette nouvelle génération de leaders de la tech, de l'IA, et beaucoup de femmes qui les représentent. Elles sont là, elles sont bien présentes. Hein. D'ailleurs, quand elles entreprennent, quand elles innovent, quand elles le font avec intelligence. Et je pense que dans l'intelligence artificielle, on a surtout besoin d'intelligence humaine. C'est bien dit. Et vous êtes venue, ma chère Delphine, avec 3 talents de la tech française qui portent l'IA et qui sont aussi lauréates des prix Margaret. On va les présenter tout de suite et puis bien sûr vous pouvez intervenir si vous voulez évidemment compléter le profil de chacune. Nous avons Iris Maréchal qui est là. Bonsoir Iris. Bonsoir François. Cofondatrice de Teremia, donc avec ce prix de Margaret Entrepreneuse 2025 et lauréate dans la catégorie Les Visionnaires pour le prix Les Lauréates. Donc Iman Farr est avec nous aussi. Bonsoir Iman. Bonsoir. Iman est consultante technique chez IBM. Tiens, on en parlait tout à l'heure de l'actualité qui n'est pas forcément heureuse chez IBM. Hein. Mais quand on a 270 000 employés, il est tout à fait normal d'avoir, on va dire, une marge où on embauche et où on débauche de temps en temps. En tous les cas, merci d'être là. Et nous avons aussi Aya Aïdouni. Bonsoir Aya. Bonsoir. Aya, vous êtes étudiante en ingénierie logicielle à comment on prononce ça? Les CIE? Les CIT. Les CIT, ouais. Voilà, j'étais pas loin, à quelques lettres près. Et donc, lauréate du Margaret Junior 2025. On va peut-être commencer par vous, Iris. Parlez-nous de Teremia, tiens, pour commencer. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est ? Je suis la fondatrice et la CEO de Teremia. C'est une entreprise qui fait de la médecine de précision en neurologie et en psychiatrie. Donc concrètement, on développe des modèles d'intelligence artificielle qui vont essayer d'améliorer les traitements sur des pathologies comme Parkinson, Alzheimer ou la dépression. Donc d'un côté, on va travailler avec des hôpitaux et des instituts de recherche, comme l'Institut du cerveau ou la Pitié-Salpêtrière. On va essayer de comprendre pourquoi certains traitements ne fonctionnent pas bien sur certains patients. Et puis derrière, on va travailler en termes de clients et de business avec des entreprises qui développent les médicaments, des biotech et des groupes pharmaceutiques, pour les aider à développer des médicaments plus efficaces et avec moins d'effets secondaires. Et vous avez levé 3 millions d'euros en 2024, c'est Exactement, ça ? On a levé 3 millions d'euros il y a à peu près 1 an. Maintenant, on est une équipe de 15 personnes, incubée à Agoranov, à Paris, et on a validé nos modèles maintenant sur plusieurs pathologies.
Très bien. Vous travaillez avec des hôpitaux, j'imagine, vous collaborez avec des hôpitaux. Exactement. Des centres hospitaliers français, notamment. Oui, tout à fait, et c'est essentiel. C'est-à-dire que donc on travaille notamment avec l'hôpital Foch, l'hôpital Rothschild, Bichat, l'Hôtel-Dieu. C'est essentiel pour nous pour récupérer de la donnée de patients déjà, pour monter des gros projets de recherche et surtout co-créer la solution avec des praticiens. Moi, je suis convaincue que l'IA ne va pas remplacer les médecins, mais il faut qu'elle soit co-développée et surtout validée par des médecins qui aient toute cette capacité, ces connaissances sur les pathologies. On parle beaucoup d'intelligence artificielle pour personnaliser au maximum les traitements, pour que, en fait, au lieu d'être véritablement avec une espèce de fusil qui part dans tous les sens, qu'on soit en sniper pour avoir évidemment le bon traitement pour la bonne personne, notamment dans le cancer. C'est valable aussi pour la neuro, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai créé l'entreprise il y a 2 ans avec une neurologue qui s'appelle le docteur Chloé Geoffroy. Et elle m'a dit, aujourd'hui, les traitements en neurologie sont développés avec une approche standardisée. Le même médicament, la même dose, la fréquence pour tous les patients, peu importe le sexe, l'âge, l'ethnie, le poids. Ça ne fait pas sens. Il y a 60% des patients qui ne vont pas répondre ou avoir des effets secondaires au traitement. Il faut faire changer ça. Et il faut arriver à prendre en compte ces caractéristiques pour personnaliser le traitement. Ouais. Et ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite. Avec l'IA, grâce à l'IA, les mathématiques. Quand on discute souvent dans Tech & Co, je parle souvent de santé tech parce que c'est un sujet qui est passionnant et notamment l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser les avancées en termes de recherche médicale. Et on risque de pouvoir soigner des maladies qu'on n'imaginait même pas pouvoir soigner bientôt dans quelques années. Donc c'est passionnant tout ça. Vous restez là bien sûr Iris. Iman Farr, donc rebonsoir Iman. Vous travaillez sur une IA qui révolutionne la communication entre personnes entendantes et malentendantes, c'est ça ? Oui, c'est un avatar qui permet de la traduction bidirectionnelle entre la langue parlée et la langue de signes en temps réel. Expliquez-nous, comment ça marche ? C'est avec un smartphone ? Comment ça fonctionne ? En fait, l'avatar, elle est inclus dans les outils de visioconférence. Oui. Et en fait, quand tu es dans une visiocall, tu te parles et il y a un avatar qui fait de la transcription pour la personne malentendante. Et ça se fait de façon bidirectionnelle. Aussi, pour lui, s'il fait de langue de signes, tu auras la transcription. C'est-à-dire que si je suis en visio avec quelqu'un qui s'exprime en langue des signes, j'aurai une retranscription vocale pour moi ou des sous-titres pour comprendre ce qui se passe ? Oui, comme tu veux. Soit il y a une... Génial. Tu peux choisir si tu veux texte ou comme tu veux. Et ça marche bien aujourd'hui, ça ? Pour le moment, on n'a qu'un prototype pour le projet. C'est pour ça qu'on a commencé à faire postuler pour des prix pour créer la start-up, parce que les outils IA, comme vous savez, sont devenus plus chers. Et c'est pour ça qu'on a arrêté pour le prototype. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu viens d'où ? Quelles ont été tes études ? Et comment en es-tu arrivé aujourd'hui chez IBM ? Moi, j'étais au Maroc. Ouais. J'ai fait mes études au Maroc et je suis venue en France. Ça fait 2 ans maintenant. Et puis, c'est dans ces 2 années que je suis venue ici. Et je commençais à travailler sur le projet déjà Speakeasy en tant qu'étudiante au début, avec une équipe passionnante. Et après, en parallèle, j'ai fait mon stage de fin d'études à IBM. Là, je travaille là-dessus. En parallèle, je travaille sur mon projet. On va en parler dans un instant avec notre 3e invité, Delphine. Mais c'est vrai qu'il y a une multitude de profils, en fait, dans ces prix Margaret. Ah oui, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que nous, on avait envie de démontrer, que toutes ces pépites, en fait, elles sont là, elles existent, elles ont juste besoin d'être propulsées, d'être accélérées. Et c'est pas forcément des entrepreneurs, finalement. Enfin, ce sont des personnes qui étudient. On va en parler dans un instant avec Aya aussi. Alors, il y a 3 catégories dans ce prix. Les Margaret, qui est le seul prix tech féminin sous le haut patronage du président de la République, entrepreneur comme Iris, intrapreneur comme Iman, et puis nos juniors comme Aya, qui sont les juniors qui ont entre 14 et 22 ans et qui peuvent candidater. Et elles ont un potentiel. Et elles sont ensuite accélérées pendant 1 an. Elles reçoivent un prix d'une valeur d'1 million d'euros pour les aider à se développer, à accélérer, à avoir de la visibilité également, à rentrer aussi en relation avec des investisseurs. On sait à quel point c'est difficile aujourd'hui de lever des fonds. Oui, c'est-à-dire que vous ouvrez après le réseau, c'est ça ? En fait, on ouvre, voilà, exactement. On va vraiment les mettre en relation.
ouvrir notre écosystème, l'écosystème tech et business pour ces Margaret. Les Margaret, c'est des anciennes femmes aussi comme Roxane Varza qui a reçu le prix en 2017. Donc nous, on aime bien aller les choisir au début. Donc vous verrez, ces jeunes femmes peu connues ou pas assez encore connues aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera les prochaines championnes européennes de la tech et l'IA. Et en tout cas, elles montrent qu'elles peuvent... Elle montre l'importance d'avoir une vision humaine, une vision d'impact et pas seulement business, même si aujourd'hui la performance est oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut un business. Évidemment. Mais on peut faire les deux. Et c'est ça que font les femmes très très bien, cher François. Je m'en rends compte ce soir, mais je l'avais déjà remarqué. Avant de donner la parole à Aya, encore une petite question pour vous, Iman. Pourquoi avoir choisi ce thème, on va dire, justement des personnes en situation de handicap, avec ces personnes qui sont malentendantes ou entendantes, justement? Oui, l'idée du projet est venue d'une histoire personnelle. À l'époque, je connaissais une personne qui a perdu son audition. Et à cause de manque des outils d'accessibilité pour les personnes malentendantes, elle a quitté ses études. Alors, en Covid, je me suis rendu compte à tel point les outils de visioconférence sont devenus vraiment indispensables pour notre vie. Et du coup, je me suis dit, avec l'équipe Speakeasy, bien sûr, que pourquoi on ne peut pas utiliser ces outils-là comme sorte de passerelle de communication entre nous et les personnes malentendantes. C'est intéressant parce qu'on voit que tous ces outils de visio, que ce soit les Zoom, que ce soit Google, que ce soit Apple, Microsoft avec Teams, etc., n'ont pas pensé à cet outil-là. Ils n'ont pas un équivalent. Il y a des personnes qui font des transcriptions, mais avec l'IA, genre... Oui, mais comme à la télé, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un outil d'IA qui fait ça. Ils n'ont pas développé ça encore. Il y a des outils séparés. Bon, genre, tu dois les installer séparément. Et il y en a aussi des personnes... Non, il n'y a que Speakeasy. Non, mais c'est intéressant de voir. Mais complètement. Je veux dire, toutes ces boîtes qui dépensent des milliards dans l'innovation n'aient pas pensé à ce truc, j'allais dire tout bête, mais c'est pas péjoratif, mais c'est tellement évident, en fait. Bien sûr. Et on pourrait imaginer aussi une version pour les malvoyants, finalement, qui pourraient pouvoir interagir justement lors de visio, etc., comprendre ce qui se passe. C'est peut-être plus facile ça, parce que finalement la retranscription vocale et écrite est peut-être mieux gérée pour les personnes malvoyantes. Bravo en tout cas, Speakeasy donc. Ouais. Et vous imaginez une entrée, on va dire, dans le quotidien des gens quand, en fait? Là, vous en êtes où dans le développement de cette solution? Là, comme j'ai dit, on avait le prototype, on poursuit pour des prix. Et là, on attend d'avoir un prix pour qu'on puisse déployer le projet sur utiliser les grands outils IA et ouvrir notre... Donc, il vous faut quoi? De l'argent, du financement, tout ça, c'est ça? Exactement. Bon, voilà, Delphine est là. Donc, tout à fait, Delphine. Allez, on donne la parole maintenant à notre troisième invité, Aya Aïdouni. Rebonsoir, Aya. Bonsoir. Alors vous êtes étudiante en ingénierie logicielle de l'ESI-IT. Expliquez-nous ce que vous faites. On vous écoute. Je fais plein de choses. Tout plein de choses. Dans le domaine de la tech, bien sûr. Bien sûr, toujours. Je suis un peu un couteau suisse. Mais oui, du coup, je finis mes études en ingénierie logicielle. J'ai également monté la Stars Factory, du coup, il y a plus d'1 an et demi maintenant. Et vous êtes en alternant chez Thales? Maintenant, plus chez Thales. Maintenant, je travaille chez Arianespace. Arianespace. Oui, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Je me rapproche. Mais racontez-nous votre expérience chez Thales. Vous y êtes resté combien de temps? J'y suis restée 2 ans et demi. Ah oui, donc c'était une belle alternance. Complètement. Que j'ai apprécié. J'ai acquis énormément de compétences. J'ai beaucoup appris du monde des grosses entreprises, surtout. Des mondes des startups, j'en avais déjà appris. Mais des grosses entreprises, j'ai beaucoup appris. Et donc, ça m'a permis ensuite d'être propulsée chez Arianespace. Parce que Thales, c'est monstrueux, en fait. Ils font énormément de choses. Oui. Vous étiez dans quelle branche? Moi, j'étais sur la branche qui gérait le réseau de télécommunications militaires. Top secret. Alors, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup on va dire, de technologies sensibles chez Thales. C'est passionnant aussi, j'imagine, tout cela. Donc, parti de chez Thales. Oui. Vous voilà donc chez Arianespace. Oui. Pour une nouvelle aventure. Complètement. Et pour faire quoi? Je développe des logiciels qui vont venir adapter leur travail. C'est un pôle de transformation digitale.
sur la direction des opérations. Et en gros, ce que je fais, c'est simplifier le travail des autres via des logiciels, via de l'intelligence artificielle, via de la nouvelle technologie. D'accord. Voilà. C'est l'intégration de nouvelles technologies chez Arianespace. Passionnant. Est-ce que vous avez un but ? Parce que là, aujourd'hui, vous êtes toujours étudiante. Quel est votre rêve ? Vous aimeriez faire quoi dans 10 ans ? C'est une bonne question. Je pense que vous y pensez ou pas ? Je vis un peu au jour le jour en me disant que je prends les opportunités qu'il y a sur mon chemin. D'accord. Donc j'ai beau dire que j'aimerais faire quelque chose dans 10 ans, j'y serai sûrement pas. Je ferai sûrement quelque chose d'autre. Mais je dirais que je continuerai toujours à travailler dans le spatial. Peu importe dans quelle société, que ce soit dans la mienne ou dans une autre, je continuerai à travailler dans le spatial. Est-ce qu'il y a des boîtes qui vous font rêver ? Je sais pas, moi, alors Arianespace, vous y êtes, mais est-ce que SpaceX vous fait rêver ? Est-ce que vous auriez envie d'aller aux États-Unis, par exemple, pour vous émanciper, aller travailler à la NASA, enfin... Alors, j'y suis déjà allée plusieurs fois aux États-Unis. Oh. J'y suis déjà allée plusieurs fois aux États-Unis. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai monté ma start-up. Mais c'est vrai que SpaceX et la NASA, ça paraît tentant. Mais je préfère rester sur le marché français pour l'instant. Très bien, souveraineté, super, bravo. Absolument. Souveraineté, autonomie, il y a plein. Tu peux dire aussi que tu reviens juste là d'avoir vu le lancement d'Ariane 6. Oui, le lancement hier soir, on était dans la salle avec toutes les personnes qui vont travailler pour cette fusée-ci. Donc, mais t'étais à Paris ou t'étais à Kourou ? Non, on était sur la retransmission de Paris, mais on était enfin, on suivait, en fait, on devait suivre à la même heure que Kourou. Oui, voilà, donc c'est-à-dire 23 heures, ce genre de choses. Tu n'as pas pris l'avion, etc. pour y aller, parce que c'est un peu loin quand même. Ouais. Parfait. Mais il y a plein d'entreprises françaises aujourd'hui qui travaillent dans l'espace, enfin sur le spatial, etc. H-Star Space qui s'est lancé en France. Enfin, il y en a beaucoup et moi, j'aime beaucoup le profil d'Aya qui représente vraiment ce qu'était Margaret Hamilton, finalement. Ce qui est Margaret Hamilton, puisqu'elle est encore en vie. Mais voilà, cette femme codeuse informaticienne de la NASA qui a fait que l'homme a marché sur la Lune. Et c'est toutes ces femmes, en fait. C'est incroyable. Elle a un film, d'ailleurs, je crois. Les figures de l'ombre. Oui, incroyable, ce film. Je vous invite à le regarder, d'ailleurs. Il est absolument, super. Absolument. Mais voilà, elle représente toutes... c'est les constellations, d'ailleurs, les petites... les broches qu'elles ont, c'est les broches lunaires qui sont dessinées par Constance Guisset, que je remercie au passage, qui a dessiné, voilà, c'est les broches en lune de nos Margaret. Tu parlais tout à l'heure de start-up. Tu as fondé une start-up déjà, Aya ? Oui. Aux États-Unis, c'était ? Alors, j'ai commencé aux États-Unis parce que j'étais partie pour un bootcamp entrepreneurial. C'était pas du tout ce que je faisais à l'époque parce que j'étais que dans la tech, dans le logiciel, etc. Alors, on m'a proposé ça. Je me suis dit que je pouvais toujours apprendre de nouvelles choses. C'était pas forcément mon domaine et j'ai adoré. Donc, je suis partie en Silicon Valley. J'ai rencontré plein de géants de là-bas, des États-Unis. Dans tous les cas, c'est un peu la capitale de la tech là-bas. J'ai pu étudier à Stanford et donc c'est de là que m'est venue aussi l'idée de la Stars Factory que j'ai montée depuis là-bas. Voilà, et donc en ce moment chez Arianespace. Oui. C'est top. Delphine, quel est on va dire la suite de ces Margaret ? Donc là, on est fin d'année. J'imagine que vous préparez déjà l'édition 2026 ? Absolument. Donc demain, c'est l'ouverture officielle de l'appel à candidature des Margaret 2026. Donc cette promotion Women Rising se poursuit avec la nouvelle promotion, la 14e, sous le haut patronage de notre président, et qui s'appelle United by Tech, parce que je suis encore une fois convaincue que l'Europe a tous les talents, les idées, les technologies pour réussir l'ère de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'audace pour les unir. Et donc demain, on se réunira chez notre partenaire Edmond Rothschild pour fédérer tout l'écosystème tech et business pour annoncer en présence de la ministre Aurore Bergé l'ouverture officielle de l'appel à candidature 2026 qui s'ouvre donc demain et qui se clôturera au 27 février. Donc toutes les femmes et jeunes filles peuvent candidater. Qui nous écoute, qui nous regarde. Absolument. Voilà. Sur johnjfd.com dès demain matin 9h et pourront le faire jusqu'au 27 février minuit. Et elles seront donc la prochaine promotion 2026. On va leur concocter un programme d'accompagnement avec tous nos partenaires avec qui on travaille depuis des années, que je remercie d'ailleurs pour leur confiance parce que sans eux, elles ne seraient pas propulsées autant qu'elles le pourraient. Et même si elles font elles-mêmes un travail formidable, on ne se construit jamais seul et on a vraiment besoin de cet écosystème pour réussir. Donc demain, appel à candidature
du prix Les Margaret 2026. Donc elles pourront toutes candidater et elles pourront aussi voir ce que ça leur a apporté aussi. Je pense que ça aide beaucoup. Non, il y a un avant-après, il me semble. Évidemment. Et puis ça vous permet aussi de vous retrouver, ça nous permet de vous découvrir vos profils et de vous faire découvrir auprès des auditeurs et des téléspectateurs de BFM Business. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci Delphine, à très bientôt. On va suivre évidemment l'édition 2026 des Margaret. Delphine Rémy-Bouton, fondatrice et CEO de JFD. Merci à Iris Maréchal, cofondatrice de Teremia, Iman Far, donc consultant technique chez IBM, et Aya Aidouni, étudiante en ingénierie logicielle à l'ECIT. J'ai bien prononcé pour la fin. Très bien. Ben voilà, mieux vaut tard que jamais. Très belle soirée, merci de nous avoir suivis sur BFM Business. Rendez-vous demain soir pour Tech & Co dès 19h30. D'ici là, eh bien, passez une très belle soirée. Les replays et les podcasts de cette émission qui vous attendent dans quelques minutes. Et puis n'hésitez pas aussi à retrouver toutes les anciennes émissions de Tech & Co sur la page YouTube de Tech & Co. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.